Des cliquetis tintinambulent dans la pièce voisine. Puis le rideau s'écarte sur une femme belle comme le jour. Elle dépose un carafon devant Mosen et prend place sur le pouf d'en face. Mosen sourit. Il sourit toujours quand sa femme se montre à lui. Elle est sublime, d'une fraîcheur inaltérable. Malgré les inclémences quotidiennes et le deuil d'une ville livrée aux hantises et à la folie des hommes, Zenaïra n'a pas pris une ride. C'est vrai, ses joues n'ont plus la réverbération d'autrefois. Ses rires ne résonnent nulle part, mais ses yeux immenses, brillants comme des émeraudes, ont gardé intacte leur magie. Mosen porte le carafon à ses lèvres. Sa femme attend qu'il ait fini de boire pour le débarrasser. Tu parais exténuée. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Mes pieds sont en feu. La femme effleure du bout des doigts les orteils de son époux avant de se mettre à les masser avec délicatesse. Mosen se renverse sur ses coudes et s'abandonne aux attouchements de sa femme. Je t'ai attendu au déjeuner. J'ai oublié. Tu as oublié? J'ignore ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Jamais je n'ai connu cette impression-là auparavant. Pas même lorsque nous avons perdu notre maison. J'étais comme dans les vapes et gérée comme ça, à l'aveuglette, incapable de reconnaître les rues que j'arpentais de long en large, sans parvenir à les traverser. Vraiment bizarre. J'étais dans une sorte de brouillard. Je n'arrivais ni à me souvenir de mon chemin, ni à savoir où je voulais aller. Tu es resté longtemps sous le soleil? Il ne s'agit pas d'insolation. Subitement, sa main se tend vers celle de son épouse et la contraint à suspendre son massage. Zenaïra lève ses yeux étincelants, intriguée par la force désespérée de l'étreinte autour de son poignet. Mosen hésite un moment et devant de la voix atone. Est-ce que j'ai changé? Pourquoi me poses-tu cette question? Je te demande si j'ai changé. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. De moi, voyons. Est-ce que je suis resté le même homme, celui que tu préférais aux autres? Est-ce que j'ai gardé les mêmes habitudes, les mêmes manières? Trouves-tu que je réagis normalement, que je te traite avec la même tendresse? Certes, beaucoup de choses ont changé autour de nous. Notre maison a été bombardée. Nos proches et nos amis ne sont plus là, certains ne sont plus de ce monde. Tu as perdu ton commerce, on m'a confisqué mon travail. Nous ne mangeons plus à notre faim et nous ne faisons plus de projets. Mais nous sommes ensemble, Mosen. C'est tout ce qui doit compter pour nous. Nous sommes ensemble pour nous soutenir. Nous n'avons que nous-mêmes pour nourrir l'espoir. Un jour, Dieu se souviendra de nous. Il s'apercevra que malgré les horreurs que nous subissons chaque jour, notre foi n'a pas été amoindrie, que nous n'avons pas failli, que nous méritons sa miséricorde. Mosen relâche le poignet de sa femme pour lui caresser la pommette. Son geste est affectueux. Elle s'y abandonne. Tu es le seul soleil qui me reste, Zenaïra. Sans toi, ma nuit serait plus profonde que les ténèbres, plus froide que les tombes. Mais pour l'amour d'Issuneur, si tu trouves que je change vis-à-vis de toi, que je deviens injuste ou méchant, dis-le-moi. J'ai le sentiment que les choses m'échappent, que je ne me contrôle plus. Si je suis en train de devenir fou, aide-moi à m'en rendre compte. J'accepterai de décevoir le monde entier, mais je m'interdis de te faire du tort, ne serait-ce que par mégarde. Zenaïra perçoit nettement la détresse de son époux. Pour lui prouver qu'il n'a rien à se reprocher, elle laisse sa joue glisser dans la paume craintive. Nous vivons des moments pénibles, chérie. À force de gémir, nous avons perdu la notion des quiétudes. Brusquement, l'accalmie nous épouvante et nous doutons de tout ce qui ne nous menace pas. Mosen retire doucement ses doigts de sous la joue de son épouse. Ses yeux s'embrouillent, il doit fixer le plafond et lutter en son fort intérieur pour contenir son émotion. Sa pomme d'Adam s'affole dans son cou émacié. Son chagrin est tel que des frémissements se déclenchent à partir de ses pommettes, s'étendent jusque sur son menton et reviennent secouer ses lèvres. J'ai fait quelque chose d'impensable ce matin. Zenaïra se fige. Ce qu'elle lit dans son regard perdu la bouleverse.
Elle tente de lui prendre les mains. Il les replie à la hauteur de sa poitrine, comme pour parer à une agression. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce arrivé? Comment ai-je pu? Zenaïra redresse sa nuque, de plus en plus intriguée. Mohsen se met à halter. Sa poitrine monte et descend à un rythme inquiétant. Il raconte, terrifié par ses propos, une prostituée a été lapidée sur la place. J'ignore comment je me suis joint à la foule de dégénérés qui réclamaient du sang. J'étais comme absorbée par un tourbillon. Moi aussi, je voulais être aux premières loges. Regarder de près périr la bête immonde. Et lorsque le déluge de pierres a commencé à submerger le succube, je me suis surpris à ramasser des cailloux et à la mitrailler, moi aussi. J'étais devenue fou, Zenaïra. Comment ai-je osé? Toute ma vie, je m'étais cru objecteur de conscience. Ni les menaces des uns, ni les promesses des autres ne m'ont convaincu de prendre des armes et de donner la mort. J'acceptais d'avoir des ennemis, mais je ne tolérais pas d'être l'ennemi de qui que ce soit. Et ce matin, Zenaïra, simplement parce que la foule hurlait, j'ai hurlé avec elle. Simplement parce que la foule réclamait du sang, je l'ai réclamé aussi. Depuis, je n'arrête pas de regarder mes mains que je ne reconnais plus. J'ai marché dans des rues pour semer mon ombre, pour distancer mon geste, et à chaque coin de rue, au détour de n'importe quel tas d'éboulis, je me suis retrouvée nez à nez avec cet instant d'égarement. J'ai peur de moi, Zenaïra. Je n'ai plus confiance en l'homme que je suis devenue. Zenaïra est tétanisée par le récit de son mari. Mohsen n'est pas le genre à se mettre à nu. Il parle rarement de ce qui l'afflige et ne laisse presque pas ses émotions transparaître. Aussi, quand elle a décelé cette grosse peine au fond de ses prunelles, elle a compris qu'il ne pourrait pas la garder pour lui. Elle s'est attendue à un malheur de ce genre, mais pas de cette envergure. Son visage blêmit et pour la première fois, ses yeux en s'écarquillant perdent l'essentiel de leur splendeur. Tu as lapidé une femme. Je crois même l'avoir touchée à la tête. Tu n'as pas pu faire une chose pareille, Mohsen. Ce n'est pas ton genre. Tu es un homme instruit. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est arrivé si vite, comme si la foule m'avait ensorcelée. Je me rappelle pas comment j'ai ramassé les pierres. Je me souviens seulement que je n'ai pas pu m'en défaire. Qu'une rage irrésistible s'est emparée de mon bras. Ce qui m'épouvante et m'afflige en même temps, c'est que je n'ai même pas essayé de résister. Zenaïra se lève, comme si elle se relevait d'un abattement. Faiblement. Incrédule, mais sans colère. Ses lèvres, un moment juteuses, se sont desséchées. Elle cherche un appui. Ne rencontre qu'une poutrelle émergeant du mur. S'agrippe dessus. Longtemps, elle attend de recouvrer ses sens. En vain. Mohsen tente de lui reprendre la main. Elle esquive et chancelle vers la cuisine dans le friseli irréel de sa robe. À l'instant où elle disparaît derrière le rideau, Mohsen comprend qu'il n'aurait pas dû confier à sa femme ce que lui-même refuse d'admettre.
Merci beaucoup. On peut à nouveau applaudir, je pense, l'Orchestre du Nouveau Monde, ou en tout cas une partie, et la comédienne Marine Giraudet, qui est également la cofondatrice de la compagnie Arborescente. Merci beaucoup. Le passage que vous venez d'entendre, c'est un chapitre, uniquement un chapitre de ce magnifique livre, Les Hirondelles de Kaboul, qui, je trouve, est assez d'actualité avec toutes les horreurs que l'on voit à travers le monde. Un ouvrage que nous devons à Yasmina Khadra, un auteur qui n'en est pas à son premier coup à nous émouvoir, à mettre des mots sur les horreurs qui traversent notre société et notre monde, à essayer de faire surgir des décombres cette part d'humanité qui sommeille toutefois en nous. Ce sont des mots qui, en tout cas, m'ont touchée. J'ai eu la lourde tâche de choisir seulement un passage et d'être accompagnée par ces musiciens talentueux. Et surtout, on a la chance aujourd'hui d'être accompagnée par l'auteur de ce texte, Yasmina Khadra, qui va me rejoindre, je pense, dans quelques instants. D'autant plus émouvant, je pense, pour nous, de porter ce texte qui est lourd de sens et qui, en même temps, mêle un peu le chaos de la société, le chaos qui règne à l'extérieur, et le chaos qui peut régner aussi à l'intérieur dans nos têtes, et pourtant qui se mêle à l'intime que l'on vit chez nous, finalement, quand on rentre le soir et qu'on dépose la veste, le costume, l'attirail parfois. Et donc j'ai pas mal de questions à lui poser, évidemment, sur tout le sens qu'il peut y avoir derrière ce texte. Ça prend un peu de temps, je me retrouve toute seule, mais il va arriver. Yasmina Khadra, je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur scène. Ça en fait du monde venu pour vous voir, pour écouter vos mots, puisque c'est vos mots qu'on a... Ouais, c'était bien. Hein. Merci. C'est un excellent écrivain quand même. Hein. Moi, je l'adore. Je suis fan, sincèrement. Hein. Nous aussi, on est fans. On peut monter un club, si vous voulez, un club de fans de Yasmina Khadra. Ah oui, c'est mon auteur préféré. Merci beaucoup d'être parmi nous. Peut-être est-ce que vous auriez une réaction sur ce texte, sur ce passage qu'on a décidé de porter aujourd'hui? Ben, beaucoup de tristesse. Sincèrement, beaucoup de tristesse. Le livre est sorti il y a une vingtaine d'années et je pensais quand même que l'Afghanistan allait s'en sortir. J'étais persuadé que la femme finirait par avoir sa place dans cette société et aider un pays, une nation à s'émanciper, à avancer. Mais quand j'ai vu le retour, d'ailleurs quelques mois avant, beaucoup de journalistes m'avaient interrogé sur l'éventualité de ce retour. J'ai dit, ils sont déjà en route et personne ne va les arrêter. C'était pour moi la plus grande tristesse. Vraiment, ça m'a traversé comme quelque chose, comme un sabre. Et j'ai vu tout mon travail, tout le travail des gens de bonne volonté s'écrouler comme une relique pourrie. C'est terrible. Mais c'est comme ça, il faut savoir rebondir. Ouais. Même, je ne suis pas de ceux qui croient que l'échec est une sanction. Je crois que l'échec, c'est le commencement d'une autre aventure. Tout à fait. Voilà. Vous parlez beaucoup des femmes. Oui, j'adore les femmes. Je trouve que votre bien homonyme, sûr. il laisse à penser que vous êtes une femme, ce qui n'est pas le cas, a priori. Eh ben oui, écoutez, j'ai vu en Algérie, par exemple, des femmes se battre. Je crois que la bravoure des femmes, la vaillance des femmes algériennes est presque cosmique. Elles n'ont rien, aucun soutien, aucun repère et tout, et pourtant elles existent par elles-mêmes. Et quand je vois la femme se battre, j'ai le sentiment que c'est toute l'humanité qui se bat, contrairement à l'homme. Quand je vois l'homme se battre, je vois des guerres, je vois des gâchis, je vois des catastrophes, je vois de la peine, de la douleur. Mais une femme, quand elle se bat, d'ailleurs j'ai écrit dans l'attentat, l'homme a créé la guerre et la femme a créé la résistance. Et c'est noble une résistance. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une interview que j'ai lue de vous où vous dites pas toujours des anges, pas toujours des démons, ou encore je ne me souviens pas d'avoir souhaité du mal à quelqu'un, encore moins lui faire du tort. Je suis constamment tournée vers ce qui pourrait m'émerveiller, bercer mon âme et m'aider à surmonter les frustrations et la bêtise humaine. On retrouve constamment ça, à la lueur d'espoir dans vos textes. Ben oui, c'est quoi la méchanceté finalement? Pourquoi les gens sont méchants? Parce qu'ils ne savent pas s'émerveiller, c'est tout. Ils sont à côté, ils sont les otages de leur propre frustration. Alors que normalement, un être humain qui est doté d'une intelligence se doit de se tourner vers ce qui l'émerveille.
C'est la seule façon de tenir tête à l'adversité. Je ne dis pas que je ne souffre pas, toute ma vie a été une souffrance. Mais si je tiens debout, c'est tout simplement parce que je n'ai jamais cédé à cette souffrance. Je n'ai jamais choisi d'être méchant ou de réagir méchamment. Je préfère non pas pardonner parce que le pardon c'est un petit peu... je n'y crois pas trop. Mais il faut avoir cette sagesse de ne pas s'attarder là où ça fait mal. Donc il faut avancer dans la vie. Et comment est-ce qu'on fait quand on est face à des choses qui nous dépassent autant, quand on est face à une guerre, qu'on perd sa famille, etc. Dans quoi est-ce que vous retrouvez cet espoir? Est-ce que l'écriture, pour vous, c'est un moyen, l'art, la poésie? Écoutez, j'ai toujours dit, d'ailleurs je le disais à peine il y a une dizaine de minutes, si on veut vraiment distancer le malheur, il faut entrer dans un livre et tirer la couverture sur soi. Voilà, il faut s'enfermer dans un livre. On se reconstruit dans un livre. On s'évade, on se découvre. On croit aller vers un personnage, mais finalement, derrière ce personnage, il y a nous. Comment on réagit à un livre? Un livre, c'est quelque chose d'immuable. Un livre, un ouvrage, c'est quelque chose d'immuable. Mais la réaction nous trahit. La réaction par rapport à cet ouvrage nous trahit, nous situe quelque part. Soit nous sommes des gens qui sont capables d'aller vers le talent, le génie d'un écrivain, soit on cherche la coquille, la faute de frappe, et ça nous trahit. Et là, on comprend tout de suite dans quelle balance on se situe, de quel côté de la balance on se situe. Moi, je cherche toujours ce qui fait la force d'un écrivain, ce qui fait la beauté d'un peintre, ce qui fait je ne sais pas, le génie d'un musicien. Et c'est comme ça que je m'enrichis. Et vous cherchez aussi ce qui fait l'humain aussi, parce que vous humanisez en permanence les personnages que vous décrivez. Écoutez, je ne sais pas, on s'aperçoit ces derniers temps que les animaux, ils ont des réactions presque humaines. Ils sont compatissants. Quelquefois, on voit un chien avec des poussins en train de les couver. Bon, les animaux sont en train d'aller vers l'humanité, mais c'est nous, les humains, qui allons vers la bestialité, non pas vers l'animalité. Parce que quand on voit, par exemple, un malheur quelque part, et qu'on n'a pas cette réaction tout à fait qui fait de nous des êtres humains, eh ben, on a perdu l'essentiel de ce que nous sommes. Ouais. Ça me fait penser à la dernière pièce de Michalik qui s'appelle Passeport et où il parle de la jungle de Calais et de tout ce que ça peut faire résonner chez nous. Et souvent, on a l'impression que jungle, déjà le terme qui est employé, c'est donc ramener à la bestialité en fait, des personnes qui ont eu des trajectoires qui sont absolument terribles. Et on y voit que dans cette jungle, cette soi-disant jungle, il y a des restaurants, il y a des gens qui bossent comme nous. Et donc, ça réhumanise aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... Écoutez, regardez tout ce monde. Exactement. Moi, je suis ravi. Quand je vois tout ce monde, graviter autour d'un idéal. Regardez, c'est magique. Moi, je ne m'attendais pas à un tel accueil, à une telle affluence. Et ça prouve qu'il y a des gens, parallèlement à ceux qui passent leur temps à comploter et à vouloir le malheur de l'humanité, à vouloir des guerres, il y a des gens qui sont restés profondément humains et de rêve d'une humanité émancipée, belle, et qui pense surtout aux générations de demain. Oui. Parce que la projection que nous avons pour nous tous, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui se doivent d'être notre principale projection. Des gens qui sont dans la méchanceté, dans la corruption des âmes et des esprits, ce sont des gens qui sont à côté de leur vie. Ils ne vivent même pas pour leurs enfants. Et moi, j'ai une question peut-être à vous poser, c'est... Vous mentionnez beaucoup que finalement l'intime est politique, j'ai l'impression, parce qu'on retrouve en permanence des scènes comme ça où vous nous emmenez dans la maison, vous nous emmenez dans la vie réelle et concrète des gens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attache à ça, à montrer qu'il n'y a pas uniquement le dehors? Je suis un homme du Sahara, je suis né dans le désert, et le désert c'est un monde intérieur. La nudité nous apprend à être humble et à être... peut-être reconnaissant à chaque jour qui vient. Chaque jour est un miracle. Chaque matin, c'est une aurore boréale qui se lève. C'est à nous de l'apprécier. Il y a des gens qui passent à côté de leur vie simplement parce qu'ils ont des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus importants que leur propre petit bonheur. Moi, je trouve que la meilleure façon de vivre sa vie, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, pour vivre pleinement sa vie, il faut savoir aimer de chaque religion un saint et de chaque folklore un chant. Et je butine dans tout.
Moi, je suis une abeille. Je butine dans tous les jardins du monde pour faire mon miel. Et c'est pour ça que mon miel est le plus délicieux des miels. J'aime beaucoup cette phrase. Merci. Merci, merci. C'est marrant parce que quand on vous voit, vous êtes une personne qui déborde de joie, d'espérance, d'espoir. Et en même temps, beaucoup de vos bouquins parlent de guerre et de choses qui sont absolument sombres. Oui, mais je préfère rencontrer la violence dans un livre que dans la rue. Quand elle est dans un livre, on peut la situer, on peut y accéder, la comprendre et même peut-être trouver les meilleurs des moyens de la tempérer ou de la neutraliser. Mais quand elle est dans la rue, elle nous dépasse. Quand elle éclate dans la rue, hop, c'est la panique, on n'a plus de repères, on est complètement égaré. Alors que dans un livre, on devient philosophe, on devient expert, on devient conseiller, on devient même prophète quelquefois. Et c'est comme ça qu'il faut. Le livre, c'est peut-être la plateforme la plus digne de nous. Vous savez, quand on lit, finalement, c'est quoi lire? C'est avoir du respect pour soi. C'est se prendre par la main et s'emmener là où rien ne chahute votre quiétude. Voilà, lire, c'est avoir du respect, de la considération pour soi, de la considération pour notre intelligence et aussi essayer de forcer cette chose qui est en nous, qui s'appelle notre empathie. Quand on ne lit pas, on ne vit sa vie qu'à moitié. Et pourtant, aujourd'hui, la lecture, il y a de plus en plus de personnes qui en sont privées. On voit un peu dans ces pays, justement, où les femmes sont de plus en plus sous le coup de pression. On les empêche d'aller à l'école. En France, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas accès, justement, à la lecture. Ou en tout cas, on a fait du livre un objet qui est presque le synonyme de la bourgeoisie. Vient de là. Ouais. Le malheur du monde vient de là. J'ai écrit dans Les Hirondelles de Kaboul, le malheur déploie sa patrie là où la femme est bafouée. Si on avait de la considération pour la femme, je crois qu'on éviterait pas mal de choses, sincèrement. Quand on est amoureux, on n'a pas envie de mourir. Quand on a le rêve, quand la femme incarne tous les rêves du monde, on n'a pas envie d'aller guerroyer. On a envie de profiter de chaque instant, de vivre pleinement chaque moment. Voilà, mais les hommes, quelquefois, ils peuvent passer à côté de leur vie et ils se perdent de vue. En s'éloignant d'eux-mêmes, ils se perdent de vue. Et après, on ne peut plus les retrouver. Ils s'éloignent d'eux-mêmes, mais parfois, on les y contraint aussi à s'éloigner d'eux-mêmes. Je vois toutes les fake news qui circulent dans les médias, des idées reçues aussi, contre lesquelles vous luttez. C'est ce que je disais, il faut éviter les réseaux sociaux, il faut éviter la presse pour recouvrer son libre arbitre. On n'a pas le droit de juger quoi que ce soit. Mais on a le droit de comprendre. C'est un devoir même de comprendre. Mais il faut que votre esprit soit très ouvert. Il faut être très proche d'une sorte de tolérance et s'accorder un répit. Parce que quand on est dans les réseaux sociaux et quand on est dans les médias, on n'a aucun répit. On est bombardé de fake news, on est bombardé de chagrin, de malheur, de souffrance. Et un livre, il nous éveille à nous-mêmes, un livre. Il faut oublier tout ce monde-là et se récupérer dans un livre. C'est très important, la lecture. Et donc, il me semble que vous avez sorti un nouveau livre. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce livre? Non, je n'ai pas sorti. Il est sorti en poste, c'est Les Vertueux. Ouais. Vous n'avez pas lu Les Vertueux? Non, je vais m'acheter tout de suite une corde et me pendre. Parce que vous ne savez pas ce que vous ratez. Voilà. Non, mais Les Vertueux, ça mérite le détour. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il n'aura jamais le succès de ce que le jour doit à la nuit, ou des Hirondelles de Kaboul, ou de l'attentat, mais pour moi, c'est le summum de ce que je pouvais faire. Pourquoi? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous teaser un peu? Non, c'est à vous de le découvrir. Et justement, je posais une question. C'est moi qui l'ai écrit, ayez confiance. Très bonne campagne marketing, ça je valide. Justement, est-ce que vous pensez que tout le monde peut être vertueux? C'est un combat. Il faut croire en soi avant de croire aux autres. Il faut d'abord croire en soi. Pour moi, la vocation véritable d'un être humain, c'est d'être utile aux autres. Et pour être utile aux autres, il faut d'abord être sûr qu'on est capable d'être utile aux autres. Donc voilà, il faut croire en soi et après construire un socle capable de porter tout
tous nos rêves, toutes nos espérances et tout. Ce n'est pas facile. On vit dans une société ingrate. Vous avez beau être, comment dirais-je, humain, vous pouvez être l'incarnation même de la générosité, il y a toujours des ingratitudes quelque part. Et ça peut briser tous les élans fraternels, tous les élans généreux. Et c'est là le danger. C'est là où, lorsqu'on croit en soi, on devient inexpugnable, on devient invincible dans nos convictions. Je sais que jamais nos convictions n'atteindront la vérité, mais ça va quand même être ces certitudes qui vont nous accompagner jusqu'aux autres, qui peuvent nous aider à croire que nous sommes capables d'être utiles. Alors moi, j'ai une question, on va l'aborder dans une conférence que j'anime dans quelques jours. On va parler des leaders poétiques. Est-ce que c'est un truc qui vous inspire? Je n'aime pas. Non? Le leader, tout ça, c'est du mensonge. Il n'y a pas de leader, le seul leader, c'est notre conscience. On butine, on apprend un peu partout, on s'instruit, et puis on fait sa propre philosophie, et puis c'est cette philosophie qui va essayer de nous conduire vers ce que nous estimons être bon pour nous et pour les autres. Parce que justement, on a eu trop de leaders, peut-être. Oui, mais écoutez, il faut se débarrasser des présidents, il faut des gouvernants. Il faut vivre libre. Voilà, il y a quelques années, la Belgique a vécu pendant presque une année sans gouvernement et elle ne s'est jamais mieux portée de toute l'histoire. Donc voilà. En pleine période d'élections européennes, justement, ça peut nous inspirer. Comment est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, ramener plus de démocratie? Parce que la démocratie, c'est ça aussi, c'est dire que chacun a du pouvoir et c'est pas mal. Aujourd'hui, ça prouve que la démocratie, c'est le plus grand mensonge de l'humanité. Aujourd'hui, on a compris qu'il n'y a plus de démocratie. Quand on ne peut même pas avoir de la compassion pour un peuple qui souffre, et on risque d'aller en prison pour un peuple qui souffre, c'est que quelque part, c'est la dictature qui vient de s'installer. Aujourd'hui, c'est le règne de la dictature. Et c'est au peuple aujourd'hui de réagir tout de suite. Il ne faut pas attendre demain, c'est tout de suite qu'il faut réagir. Il faut dire, nous on est là, nous sommes le peuple, nous sommes le démon. Donc le pouvoir doit nous revenir. Et c'est malheureusement, il y a ce silence qui nous rend coupables et complices de tout ce qui nous, il y a à peine quelques décennies, nous horrifiait. Il y a un mot maintenant, une étiquette qu'on aime bien nous mettre aujourd'hui, c'est l'étiquette d'engagé ou militant. Qu'est-ce que vous en pensez, de tous ces gens qui essayent de dire vous êtes un auteur militant, un auteur engagé? C'est bien de s'engager, c'est bien de militer, c'est très bien. Voilà. Moi, je n'ai pas la prétention de croire que je suis un militant, un engagé. Je suis un poète. J'essaie de magnifier tout ce qui pourrait un jour peut-être devenir magnifique, véritablement. Mais j'ai toujours eu des rêves fous, et mes rêves sont devenus fous pour de vrai aujourd'hui. Et je suis heureux d'avoir des rêves fous. Ouais. Et vos rêves, ils se transmettent également maintenant au cinéma? J'espère. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours... C'est un bonheur inouï quand je rencontre des enfants. Ouais, et dans pratiquement 80% des pays où je me rends, dès que je suis annoncé, il y a des professeurs qui m'écrivent sur ma page Facebook pour me demander si je pouvais rencontrer leurs élèves. Je dis toujours oui. Quel que soit le programme que j'ai, il faut que je trouve un moment pour les enfants. Parce que c'est l'humanité de demain. Le monde de demain, ce sont eux. Donc voilà, d'ailleurs, après-demain, je vais rencontrer, je parraine le concours national de la lecture et je vais rencontrer les élèves de CM1 et CM2. C'est fantastique. Je me régale, voilà. Donc finalement, vous abandonnez les adultes? Non, les adultes, ils sont assez grands pour se débrouiller, pour aller manifester, ils ont du mal à se débrouiller, pour s'engager. Ouais, les enfants, ils ont besoin de nous. Ouais. Et est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous aurez justement un message à faire passer peut-être à ces générations ou les gens qui voudraient écrire dans l'audience? Pour écrire, ouais. Il faut avoir un métier à côté. Il faut avoir un métier Optimisme et réaliste, c'est bien. Parce que la littérature, elle ne nourrit pas souvent son homme. Même si, écoutez, Stendhal, de son vivant, il avait 500 lecteurs. Un monument. Donc, il faut avoir un métier à côté pour pouvoir écrire en toute sérénité. S'il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de littérature. Peut-être une des dernières questions que je voudrais vous poser, c'est en termes de transmission aujourd'hui. On a vu que vos romans aujourd'hui sont adaptés également au cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un moyen justement de toucher plus de monde ou au contraire, est-ce que ça dénature pas les mots que vous mettez dans ces livres? C'est un honneur pour moi d'être, sincèrement, c'est un honneur d'être adapté au cinéma ou bien au théâtre.
Mais il y a aussi la part de l'artiste, du réalisateur. Lui-même, c'est un artiste. Il a sa propre façon de voir les choses. C'est une adaptation. Donc, ils vont prendre une œuvre et l'adapter au prisme du dramaturge ou bien du réalisateur. C'est vrai que c'est toujours bon. Il y a des gens qui ne lisent pas. Peut-être qu'à travers un film, ils peuvent aller vers le livre. Peut-être, je ne sais pas. Mais le cinéma, c'est magique. Le théâtre, c'est magique. La musique, c'est magique. C'est ça. Pour moi, les prophètes de la vie, ce sont les musiciens, les humoristes, les écrivains, les dramaturges, les comédiens. Ce sont ces gens-là qui sont nos vrais prophètes. Parce qu'ils mettent un peu de lumière dans la banalité de nos jours. Et puisque vous parlez de ces personnes qui sont inspirantes, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré au moment d'écrire? Oh, il y en a beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, c'était Gogol. Gogol, je croyais même que j'étais la réincarnation de Gogol. Oui, je vous assure, j'étais absolument persuadé que j'étais sa réaction. Quand j'ai lu sa vie, j'ai trouvé que c'était la même chose. On était enfermés dans une école, on faisait les guignols, on était moches, on était vraiment... Et voilà, on avait cette générosité. Et puis il y a John Steinbeck aussi, il y a Gorky. J'adore la littérature russe, moi. Je suis un grand fan de la littérature russe. Et puis, je butine dans toutes les littératures, voilà. Et si vous aviez un rêve pour le monde, ce serait quoi? Que nos enfants n'entendent plus parler de guerre. Parce que la guerre, c'est la faillite du bon sens. Elle n'apporte rien. Il y a des gens qui croient que, surtout les guerres d'aujourd'hui, on ne peut même pas se permettre d'être un héros. Puisqu'il n'y a pas eu confrontation. Rien ne fait d'un guerrier d'aujourd'hui un héros. Et rien ne le fera. On peut faire la guerre à partir du Nevada. On est dans une cabine et on lance un drone à 6 000 ou 7 000 kilomètres. C'est plus de la guerre. Donc il faut arrêter cette supercherie, tout simplement. Chacun a le droit de vivre. Et j'ai écrit dans Khalil, le devoir, le vrai devoir, c'est de vivre et de laisser vivre. Si on ne laisse pas les gens vivre, on ne vit pas non plus. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un mot de conclusion peut-être pour notre audience? Quelque chose à leur dire, un message à leur transmettre? Et est-ce qu'ils peuvent venir vous voir après la conférence? Parce que j'imagine qu'il y a plein de questions. Moi, j'ai eu la chance de vous poser les miennes, mais je vois des regards qui demandent à vous parler. Oui, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Les messages, ils sont déjà tous dans les livres. Il faut s'émerveiller. Il faut réapprendre à vivre et à aimer. C'est tout. Je vous assure qu'il n'y a pas plus simple qu'une vie heureuse. Il n'y a pas plus simple qu'une vie heureuse. Mais c'est un choix. Soit on va vers la tourmente, on s'apitoie sur son sort, soit on va à la conquête de toutes les joies du monde, et c'est possible de les conquérir. C'était Yasmina Kadra, je vous remercie en tout Merci. cas. Merci à nouveau d'être venu partager tout ça avec nous. Merci. Et puis on recommande d'aller lire vos bouquins, parce qu'en effet, c'est plein de il le sagesse. faut, c'est impératif. Merci beaucoup. Merci. On va sur ce côté. Merci beaucoup.